Bonjour à tous, le Marvel Cinematic Universe. Voilà une saga qui a su bercer des millions de spectateurs à travers le monde durant des années, et c'est pas encore terminé. Depuis la sortie en salle du premier Iron Man en 2008, nous avons pu découvrir à l'écran des personnages hauts en couleur, sortis tout droit des pages de décennies de comics du géant Marvel. L'un de ces personnages, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Ant-Man, ou l'Homme-Fourmi en français. Pari osé pour Marvel d'adapter à l'écran les aventures d'un personnage pouvant rétrécir à volonté et parler aux fourmis, tout en portant un slip bleu. Qu'on apprécie ou non le personnage, nous allons voir ensemble le film et sa suite comme un genre d'outil pédagogique, puisqu'ils ont fait découvrir aux spectateurs de nombreuses espèces de fourmis qui existent toutes dans notre monde. Ayant des traits de caractère assez humanisés dans les films, elles nous sont montrées comme très utiles à notre héros et elles sont plutôt stylées. L'idée c'est donc de s'intéresser à ces petites bêtes qui apparaissent dans les films, mais avant cela, faisons un rapide tour d'horizon de la genèse des versions cinématographiques et littéraires du personnage de Ant-Man. Intéressons-nous tout d'abord au premier film Ant-Man, alors pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous préviens, ça va spoiler. Le film était en projet depuis 2006, son développement a connu des déboires, changement de réalisateur, Edgar Wright en pense à toi, ainsi que plusieurs réécritures pour correspondre au mieux au MCU, l'univers cinématographique Marvel déjà en place. Le métrage fut repoussé à de nombreuses reprises, pour au final être annoncé pour une sortie à l'été 2015. Peyton Reed est engagé à la réalisation et prend la relève de Wright, ayant quitté le projet pour cause de différends artistiques. Le film fut globalement bien reçu, avec un bon accueil critique, surtout à l'étranger. Visuellement impressionnant et proposant une aventure jouant avec les échelles à la Chérie j'ai rétréci les gosses, le métrage fut une bonne surprise et a brillé par son originalité dans un MCU déjà en place, et clôt sa seconde phase. Le personnage de Ant-Man apparaîtra dans d'autres films de la saga, et obtiendra une suite qui sortira à l'été 2018. Récemment, il est annoncé qu'un troisième film est d'ores et déjà sur les rails. Dans les comics, il y eut 3 itérations du personnage, mais c'est le second Ant-Man, alias Scott Lang, ex-cambrioleur, qui fut choisi pour la version cinéma. À l'écran, il est porté par l'acteur américain Paul Rudd. Michael Douglas est quant à lui choisi pour interpréter le rôle du docteur Hank Pym, le premier Ant-Man, créateur du costume et de la particule du même nom permettant le changement de taille à volonté. Il est aussi le mentor de Scott Lang. L'actrice Evangeline Lilly tiendra le rôle du personnage de Hope Van Dyne, la fille du Dr Pym. Pour finir, Corey Stoll jouera le principal antagoniste de l'histoire, Darren Cross alias Yellow Jacket. Le design du costume fut quant à lui remanié pour qu'il puisse davantage coller à une adaptation cinéma tout en gardant ses racines. Et justement, intéressons-nous rapidement aux racines du personnage dans les comics. Certainement influencé par L'Homme qui rétrécit, Ant-Man est un personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby en janvier 1962. Le héros peut modifier sa taille à sa guise, jusqu'à atteindre la taille d'un insecte tout en décuplant sa force, et peut communiquer avec les fourmis, ses alliés. Le personnage peut aussi devenir gigantesque, prenant l'identité de Giant Man. Dans les comics, le docteur Hank Pym est un membre fondateur des Avengers, avec sa femme Janet alias la Guêpe. Scott Lang est donc le second personnage de l'écurie Marvel à endosser le costume de Ant-Man comme je le disais précédemment. Il vole le costume à Hank Pym afin de sauver sa fille gravement malade. Plus tard, le docteur Hank Pym sombre dans la folie, suite à la création du robot tueur Ultron et de l'influence des particules de Pym sur son cerveau. Eric O'Grady est le troisième Ant-Man présenté dans les bandes dessinées, mais il est absent des adaptations cinématographiques. Comme vous le savez certainement, la chronologie littéraire de l'univers Marvel est très vaste, pour ne pas dire bordélique, si bien qu'elle est modernisée et modifiée pour être adaptée à l'écran. Le Ant-Man du film, Scott Lang, est donc sensiblement différent de sa version littéraire, mais on peut aussi citer comme exemple le personnage de Yellow Jacket. C'est l'une des nombreuses personnalités du Dr Hank Pym dans les comics, lorsque les particules altèrent ses facultés mentales, le plaçant dans un état de dédoublement de personnalité. De même pour le passé de certains personnages du film, qui est sensiblement différent dans la bande dessinée. Et l'histoire du film dans tout ça? Eh bien en gros, le premier film suit Scott Lang, un ex-cambrioleur venant de sortir de prison et voulant se repentir. Ses dons d'infiltration attirent le regard du Dr Hank Pym, qui deviendra son mentor, l'aidant à trouver la part de héros qui réside en lui, en lui confiant l'incroyable costume de Ant-Man. Ce dernier permet de rétrécir tout en démultipliant sa force donc, et accessoirement de communiquer avec les fourmis. Le Dr Pym et Lang devront mettre au point un casse dans le but de protéger le monde du redoutable Darren Cross, l'ancien protégé de Pym, voulant se servir de la technologie de miniaturisation pour le profit et la domination. Après cet historique, passons au cœur du sujet de cette vidéo, les fourmis. Dans les deux films Ant-Man, nous avons pu découvrir plusieurs espèces de fourmis. Et les fourmis, c'est un vaste et fascinant sujet. Nous côtoyons tous ces insectes sociaux, que ce soit lors de pique-niques par de chaudes journées d'été, dans nos maisons, et évidemment dans la culture populaire. Les fourmis ont un rôle très important dans l'aération des sols, le recyclage de la matière organique et la dispersion des graines.
D'ailleurs, leur organisation sociale complexe a inspiré des algorithmes d'optimisation. Apparus il y a environ 120 millions d'années, les fourmis ont connu les dinosaures et ont assisté à leur extinction. Faisant partie de l'ordre très diversifié des hyménoptères, dans lequel on retrouve entre autres les abeilles, les guêpes et les frelons, les fourmis vivent en colonies complexes, formant un super-organisme. Elles sont agricultrices, opportunistes, éleveuses de pucerons. Certaines d'entre elles tissent des nids à l'aide de soie, développent des armes chimiques pour le combat, ou portent des boucliers intégrés à même la tête pour défendre leur fourmilière. Et ces petites bêtes ont conquis tous les milieux terrestres. Certaines d'entre elles peuvent porter jusqu'à 1000 fois leur propre poids. Bref, des bestioles bien badass que les équipes du film ont choisi pour accompagner notre héros dans ses missions. On va passer maintenant à la présentation. Camponotus pensylvanicus, ou fourmi charpentière noire. C'est l'héroïne du film. Scott Lang se sert de l'une d'entre elles comme monture et de soutien terrestre et aérien. Cette fourmi nord-américaine a un véritable rôle de nettoyeuse de l'environnement, en se nourrissant de déchets organiques, d'insectes morts et en concevant des nids dans du bois mort ou malade. L'espèce contribue donc à l'accélération de sa décomposition. Elle joue donc un rôle important dans les écosystèmes forestiers. Elle participe aussi à l'aération des sols en labourant et brassant la terre. Cette fourmi charpentière, comme de nombreuses espèces de fourmis, se nourrit aussi de miela. C'est une sorte de liquide sucré excrété par les pucerons qui aspirent la sève des plantes qu'ils colonisent. Mais cette relation symbiotique entre les pucerons et les fourmis a un prix. Les fourmis protègent leurs troupeaux de pucerons contre les prédateurs, en échange du précieux liquide. Dans le film, la monture de Scott est une Camponotus pensylvanicus baptisée Antoinette en VF et Anthony en VO. Mais c'est en réalité une femelle. En effet, la monture de Ant-Man possède des ailes, une grosse tête et de fortes mandibules, caractéristiques d'une future reine. Et oui, car ce qu'on appelle généralement fourmis volantes sont en réalité des mâles et des femelles en période nuptiale. Alors ça dépend des espèces, mais généralement les fourmis qui ne portent pas d'ailes, comme les ouvrières par exemple, sont toutes des femelles stériles. À une certaine période de l'année, la reine va pondre des œufs fécondés et non fécondés qui vont donner respectivement des femelles et des mâles ailés, qui vont s'accoupler en vol, c'est l'essaimage ou vol nuptial. Après l'accouplement, les mâles vont rapidement mourir et les femelles ailées survivantes, comme Antoinette, vont se débarrasser de leurs ailes, se trouver un coin tranquille et fonder une nouvelle colonie. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Malheureusement, Antoinette meurt au cours du film, sous les balles de Darren Cross alias Yellow Jacket. Cette perte a brisé le cœur de nombreux fans, y compris des plus jeunes, si bien que le réalisateur du film, Peyton Reed, a signalé que Antoinette était déjà sûrement âgée et qu'elle allait de toute façon bientôt mourir. Il sait très bien rassurer les enfants. Paraponera clavata. La fourmi balle de fusil, ou fourmi 24 heures. Cette fourmi est surnommée ainsi du fait de sa piqûre, provoquant une douleur si forte et intense qu'elle durerait 24 heures. Mais on y reviendra dans un instant. Cette fourmi primitive sud-américaine au look préhistorique est plutôt du genre agressive et vit dans les forêts pluviales de l'Amazonie en passant par la côte atlantique du Costa Rica et du Nicaragua. Mesurant jusqu'à 25 mm, c'est une espèce arboricole, mais nichant au sol à la base des arbres en petites colonies composées d'une dizaine à une centaine d'individus. Omnivore, elle chasse surtout des insectes pour se nourrir, mais ne crache pas non plus sur de la sève ou du nectar. On revient maintenant à ce surnom de fourmi balle de fusil. En 1983, un entomologiste américain, Justin Schmidt, établit une échelle évaluant la douleur causée par des piqûres d'hyménoptères d'espèces différentes, en se faisant lui-même piquer par tout un tas d'abeilles, de fourmis et de guêpes. Cette échelle de Schmidt évalue uniquement la pénibilité causée par des piqûres d'hyménoptères, avec une échelle allant de 1 à 4, et la piqûre de notre Paraponera clavata, dont le venin, la ponératoxine, qui est composé entre autres d'acide formique, a été évalué à 4+. Cette échelle est mentionnée dans le film, et le rôle des Paraponera était tout trouvé, puisqu'elles ont servi à Ant-Man pour se débarrasser de gardes en les piquant justement. Certains peuples indigènes amazoniens pratiquent un rituel de passage à l'âge adulte en se servant des fourmis Paraponera clavata disposées dans un plastron. Durant de longues minutes, les initiés doivent supporter la douleur des piqûres et des morsures des fourmis en restant le plus stoïque possible. Le naturaliste britannique Steve Backshall s'est soumis à ce rituel et je vous laisse juger par vous-même la violence de la PLS que la piqûre de cette espèce peut infliger à un homme. On passe maintenant à une autre fourmi à la piqûre douloureuse. Présentée dans le film comme étant Solenopsis mandibularis, cette espèce est considérée aujourd'hui comme étant Solenopsis geminata, la fourmi de feu tropicale. Parce qu'il existe plus de 200 espèces de fourmis faisant partie du genre Solenopsis, et ces fourmis sont globalement difficiles à différencier et à identifier. Et il est donc probable que pour les besoins du film, un raccourci ait été fait, et qu'il s'agisse en réalité de la plus connue et redoutée du genre, Solenopsis invicta, aussi surnommée fourmi de feu. Son surnom provient de la douleur que ces piqûres peuvent infliger.
En effet, Solenopsis invicta est capable d'infliger une douleur de 1,2 sur l'échelle de Schmidt. Originaire d'Amérique du Sud, cette espèce est considérée comme invasive aux États-Unis, en Chine et en Australie, car elle y fut introduite accidentellement par l'homme. Et les hommes lui livrent une guerre sans merci depuis plusieurs décennies, sans grand succès. Les fourmis de feu sont généralement attirées par les champs électriques, la nourriture et l'humidité, au plus proche des activités humaines donc. Dans les milieux où l'espèce fut introduite, elle n'a pas de prédateur naturel et fait donc régner sa loi sur les espèces déjà en place. Par contre, elles ont le mérite d'être les prédatrices de certains ravageurs de culture. Dans Ant-Man, on nous fait savoir que ces fourmis sont de véritables architectes. En effet, leur capacité à former des radeaux de fortune avec leur corps en s'assemblant entre elles est très bien exploitée, puisque comme dans la réalité, l'espèce est capable des mêmes prouesses en cas de crue. Paratrechina longicornis. C'est un cas un peu particulier. Dans le film, cette espèce est décrite comme étant une fourmi folle. Dans la réalité, il s'agit plus précisément de la fourmi folle noire. Seulement, dans Ant-Man, la fourmi ressemble à une autre espèce de fourmi folle, car il en existe plusieurs. Il pourrait s'agir d'un mélange entre Paratrechina longicornis, la fourmi folle noire, Anoplolepsis gracilipes, la fourmi folle jaune, ainsi que la fourmi folle de Raspberry, Nilanderia fulva. Déjà là, c'est peut-être un peu compliqué, c'est une supposition, mais peut-être que pour des raisons esthétiques, l'équipe du film aurait pu choisir de faire un mélange entre ces trois espèces afin de montrer au spectateur une fourmi plutôt mignonne aux caractéristiques exotiques. Pour ma part, ça va me permettre de vous en toucher deux mots. Pour commencer, ces fourmis sont surnommées fourmis folles, du fait de leur façon de se déplacer avec des mouvements complètement désordonnés. La fourmi folle noire est une sacrée voyageuse, on ne sait même pas avec certitude si elle est originaire d'Asie ou d'Afrique. On la retrouve cependant aux quatre coins du monde. De l'Amérique du Nord à l'Europe, on la retrouve même en Suède. Elle s'adapte parfaitement à des milieux tropicaux et humides, comme des milieux secs ou artificiels comme les villes. Cette fourmi aux longues antennes est omnivore et fonde ses colonies jusque dans nos déchets. Et vous l'aurez compris, c'est un peu comme la fourmi de feu, cette espèce est du genre invasive, introduite accidentellement dans tous ces différents milieux du fait des activités humaines. Elle concurrence donc les espèces animales des lieux qu'elle colonise, ce qui peut poser de sérieux problèmes. Petite anecdote intéressante sur cette espèce, c'est qu'on retrouve dans ces colonies des grillons myrmécophiles. En temps normal, ils se feraient dévorer par les fourmis, mais ces petits grillons sont des parasites sociaux des fourmis. Ils vont tranquillement s'incruster dans le nid et manger les déchets des fourmis, mais aussi parfois leurs œufs et même les larves, le tout en se faisant passer pour une fourmi, puisqu'en se frottant à elle, le grillon acquiert leurs odeurs. Un vrai squatter. Dans le film, on nous dit qu'elle peut conduire l'électricité et neutraliser les circuits. Dans la réalité, c'est une aptitude qui concerne la fourmi folle de Raspberry, Nilanderia fulva. Enfin, pas exactement. Attirées par les circuits électriques, ces fourmis se baladent sur les composants et meurent grillées. En mourant, l'insecte dégage des phéromones d'alerte afin d'appeler ses sœurs, qui meurent grillées à leur tour. Les cadavres s'entassent dans les installations électriques et peuvent donc créer des courts-circuits. Ces fourmis sont aussi de véritables guerrières et cette espèce livre de grandes batailles contre les fourmis de feu. Des spécialistes ont découvert que cette espèce de fourmi folle se recouvrait d'acide formique afin de neutraliser le venin des fourmis de feu et se détoxifier. C'est une stratégie inédite chez les insectes. En gros, cette fourmi se recouvre d'une armure chimique à base de son propre venin pour s'immuniser contre celui des autres fourmis. Comme vous le savez certainement, Ant-Man a connu une suite. Dans ce deuxième opus, il n'y a pas vraiment de nouvelles espèces, mais on peut y voir une fourmi qui joue de la batterie, qui prend un bain, bref. Mais dans quelques scènes, nous pouvons apercevoir une nouvelle espèce de fourmi, absente du premier opus. Dans une interview, on apprend que c'est l'une des espèces favorites de Paul Rudd, l'interprète du héros. Il s'agit de la fourmi piège à mâchoire. Encore une fois, un raccourci a dû être pris par les équipes du film, et dans le métrage, il pourrait très bien s'agir d'une fourmi du genre Odontomachus ou Anochetus. Il existe plusieurs genres et plusieurs espèces avec ce look d'alien possédant ces caractéristiques. Aussi surnommées fourmis piège à loup, les mandibules de ces fourmis sont comme montées sur ressort. Elles sont maintenues en position ouverte, mais lorsque les soies touchent une proie, elles se referment aussitôt à une vitesse de moins d'1 milliseconde, soit plus rapidement qu'un battement de cils, avec une puissance phénoménale représentant 400 fois la masse de la fourmi. Ce réflexe vient du fait que les Odontomachus possèdent de très grands neurones sensitifs. Elle peut se servir de ses puissantes mandibules pour chasser et tuer des proies, se défendre ou encore pour s'extirper de situations dangereuses en se catapultant hors d'un piège de fourmilion par exemple. Selon le spécialiste Andrew Suarez, à échelle humaine, cela représenterait un saut allant jusqu'à 12 mètres de haut. Et cette étonnante capacité a un intérêt pour les applications humaines, notamment en robotique. Pour les besoins du film, que ce soit pour des raisons esthétiques, techniques ou encore scénaristiques, de nombreux raccourcis ont été faits. Mais on peut souligner une véritable attention de la part des différentes équipes, comme des conseillers scientifiques par exemple, de montrer différentes espèces de fourmis au grand public, et qui existent réellement en plus, et d'utiliser leurs capacités au service de l'intrigue et du héros.
Bien qu'il s'agisse d'un blockbuster issu de l'écurie Marvel, on peut tout de même saluer le rôle pédagogique et pourquoi pas de sensibilisation et de vulgarisation que le film peut avoir sur le public. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne si vous ne voulez rien manquer. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.